Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct comme tous les soirs et nous sommes le mardi 22 décembre comme tous les soirs. Pendant 60 minutes, nous essayons en votre compagnie de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission #60MPC. Vos réactions, vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Mohamed Bousfour, vous êtes contrôleur général, chef de division à la direction de la sécurité publique au sein de la DGSN. J'ai tout dit comme il fallait? Oui, c'est correct. Bien, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Merci. Najib Salmi, vous êtes journaliste sportif, faut-il vous présenter? Merci d'être avec nous ce soir. Mohsin Benzako, vous êtes psychosociologue et enseignant universitaire. Et enfin, Hamid Faledi, vous êtes conseiller de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Une vingtaine de policiers blessés, 3 voitures de police et 4 bus dégradés, des voitures vandalisées, 43 personnes interpellées, dont 11 mineurs. En plus du match nul, c'est le triste résultat du 119e derby Raja-Wydad de dimanche dernier, qui avait lieu au stade Mohamed V de Casablanca, provoquant la stupeur et la peur des riverains et des Casablancais. Des sanctions à l'encontre des 2 clubs et des décisions sont tombées aujourd'hui même. Mais ce phénomène ne date pas d'hier. Derrière le terme hooliganisme se cache-t-il quelque chose de plus profond? Comment des événements de ce type peuvent-ils se produire à l'intérieur des stades, puis se propager dans les rues de la ville? Problèmes d'infrastructure, problèmes d'organisation, problèmes sociaux, problèmes de gouvernance. Quelle solution? Le foot sans violence est-il possible? C'est le titre de l'émission de ce soir. Cette scène filmée fait froid dans le dos. La fin de la rencontre de dimanche dernier disputée entre le Wydad et le Raja de Casablanca a été émaillée de plusieurs incidents de violence. Ces violences ont eu lieu malgré la présence de plus de 3100 éléments des forces de sécurité. Des supporters du WAC ont attaqué et roué de coups des éléments de force de l'ordre dans les gradins. 15 policiers ont été agressés par des jeunes déchaînés. Les interventions des services de sécurité ont été soldées par l'arrestation de 43 individus, dont 11 mineurs, pour différents actes criminels, selon la préfecture de police de Casablanca. Les services de sécurité ont appréhendé 13 personnes pour vol, 5 pour ébriété manifeste, 2 pour spéculation sur les billets et un individu pour usurpation d'identité. 2 individus sont recherchés pour vol et possession de drogue dure. 16 personnes sont également recherchées pour actes de vandalisme et de dégradation des biens d'autrui et 3 autres individus pour divers actes criminels. Les incidents de dimanche ne sont pas des cas isolés. Parmi les journées les plus sombres du football marocain, le jeudi noir, le 11 avril 2013, des actes de vandalisme ont précédé le match de football opposant l'équipe du Raja à celle des Phares en plein centre de la capitale économique. Des vitres de tramway brisées, des autobus de transport public endommagés et des dégâts infligés aux façades de plusieurs magasins. Le football marocain a été encore une fois victime d'actes de violence inouïs le 19 octobre 2014. Les supporters de l'association sportive des Phares ont envahi le stade du FUS de Rabat, obligeant l'arbitre à interrompre le match pendant 32 minutes. Ces auteurs des actes de violence se considèrent des ultras, une catégorie particulière des supporters qui soutiennent de manière fanatique leurs équipes de prédilection. Elle fait régulièrement le déplacement jusqu'au stade pour exhiber le dernier tifo, une passion qui devient parfois dangereuse, une réalité qui n'est pas propre au Maroc. Le hooliganisme en Angleterre et en Italie est un véritable phénomène. Bien, messieurs, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce terme, hooliganisme, essayer de revenir un peu en arrière et voilà, finalement de comprendre les fondements de ce qui se passe, surtout au niveau des rencontres Raja-Wydad. Et on va voir aussi que ça ne se passe pas que dans le foot, malheureusement. Mais avant cela, est-ce qu'on peut, ça s'est passé dimanche, est-ce qu'on peut savoir exactement ce qu'il s'est passé au stade Mohamed V dimanche, Mohamed Bousfour? En réalité, il y avait des mesures de sécurité drastiques qui ont été opérées, qui ont été mises en place. Il y avait une ambiance très saine au début de la compétition sportive. Mais il se trouve que dans un contexte de foule, il suffit d'une petite étincelle pour créer un petit débordement ou un grand débordement. Ici, ce sont les éléments, les groupes de supporters du Wydad et du Raja ont pu trouver un moyen de se confronter à travers ce qu'on appelle les tifos, les messages et les banderoles. Il y avait une violence qui s'est véhiculée à travers ces symboles-là, leurs rituels. Ils transmettaient des messages d'hostilité
C'est-à-dire qu'ils s'insultent. Bon, ça, De toute façon, si on va ils s'insultent. dans les matchs, on voit tout le temps à chaque fois des Et puis, insultes. déjà, ce côté-là qui pèse lourdement, en plus le dénouement des matchs. Parce que, vous savez, il y avait un enjeu sportif aussi immense, parce que le WAC étant leader, on quête d'une victoire pour pouvoir aller au-devant comme prétendant du titre de championnat. Le Raja, avec ses supporters, il nourrissait l'ambition de sortir un peu de l'impasse. Et puis, toutes ces tensions, puis plus la médiatisation. Plus la médiatisation, c'était quelque chose de... On a pu mettre en relief une image presque démesurée des ultras. Alors, je veux juste savoir ce qui s'est passé, parce qu'on va comprendre. Les supporters sont bien, finalement, chacun de leur côté. On va dire c'est la règle absolue dans le monde entier pour que, justement, il n'y ait pas de confrontation. C'est à partir du moment où ils arrivent à se rencontrer qu'il se pose un problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils n'ont pas arrivé à se confronter. Ce serait désastreux. C'est les forces de l'ordre qui ont paré à cette confrontation. Alors, certains groupes, certains éléments de ces groupes qui sont attaqués aux forces de l'ordre parce qu'ils l'ont empêché de faire ce méfait-là. De passer de l'autre côté. De l'autre côté. Najib Salmi. Oui, c'est difficile de commencer par le milieu du problème. C'est vrai, il y a eu de la provocation à travers des tifos. L'étincelle qui a déclenché. Mais cette étincelle n'a pu devenir bagarre générale que parce que, au départ, le stade était insécurisable. On parle de 5000 policiers. 5000 policiers pour arrêter, soi-disant, 45 000 personnes. Or, il n'y avait pas 45 000 personnes au stade. Il y en avait 2 fois plus. Là, les chiffres officiels qui ont été donnés aujourd'hui, on a dit qu'il y a eu 17 000 resquilleurs. 17 000. 17 000. Or, c'est pas vrai. Si on voit le stade, il est fait pour prendre Au moins. à raison de 50 cm par personne, par postérieur, excusez-moi. Oui. Place assise, ça fait peut-être 5... On parle de 55 000 personnes. C'est-à-dire que des personnes assises. La personne était assise. Et il faut laisser les couloirs, les escaliers d'évacuation. Oui. Eux aussi étaient occupés. Donc on peut dire très bien qu'il y avait combien de personnes, peut-être, disons 90 000. Finalement, c'était pas ça. Il n'y avait pas un débordement, il n'y avait pas quelque chose de l'effet de masse. Des gens qui tombaient. Alors, on va y arriver, parce que ça, c'est un sujet, c'est un point qu'on va aborder. J'aimerais juste pour les gens, on n'était pas tous là, les gens ont vu des images, juste savoir. D'accord. Ok, comment aujourd'hui, voilà, on arrive à ce que on a vu des supporters qui sont en train de marcher sur les hauteurs du stade. Comment on arrive sur les hauteurs du stade? C'est-à-dire que, comme ces voleurs qui passent par les terrasses pour attaquer des maisons, ils sont passés par les hauteurs du stade. Ils sont montés sur le stade, sur les hauteurs, grâce à une échelle. Une échelle d'au moins, je ne sais pas moi. Oui, c'est pas un escabeau, il faut une échelle. Oui, on la voit l'échelle à l'écran. Cette échelle était venue pour qu'on puisse hisser un tifo. Parce qu'il devait y avoir un tifo qui devait hisser un tifo en 3D qui n'a pas pu être installé. Parce qu'il n'a pas pu être installé. Et cette échelle s'est servie pour que certains supporters rejoignent les supporters d'en face. C'est ça. Et ils ont contourné les forces de police. Ils les ont contournés. Parce que les images qu'on voit, parce qu'avec toute la préparation qu'a pu faire la DGSN, toutes les études qui ont été faites, elles ont été débordées à un moment. S'il y a des policiers blessés, c'est qu'il y a eu, une bagarre qui a tourné à l'avantage des émeutiers. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit une image qui est dramatique, pour moi. Un policier face à 2000 personnes. Oui, on voit cette image dramatique quand même de la police qui se fait agresser. Ce policier, ou bien il n'est pas à sa place, ou bien il a été abandonné, ou bien il s'est passé quelque chose. Alors, Hamid Fawadi. Ensuite, on viendra justement sur la manière... Bien sûr. Mais là, on est en train juste d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je veux te parler tout à l'heure du contact. Comment s'est fait le contact? Ça s'est fait comme ça, en allant sur les hauteurs pour... Raconter ce qui s'est passé va peut-être nous éloigner un petit peu de la véritable question. Non, on va y arriver. Oui, ne vous inquiétez pas, mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent comment c'est possible aujourd'hui. C'est raconter ce qui se passe régulièrement, très souvent malheureusement, dès qu'il y a un match de foot. Il y a quelque chose qui s'apparente à un déni du droit, de la loi. On accepte beaucoup de choses avant d'arriver au stade.
quand on décrit uniquement ce qui se passe dans le stade, c'est qu'on oublie, comme Selmi l'a dit, on prend l'histoire au milieu. Et on ne comprend jamais ce qui se passe réellement. Ce qui se passe, c'est qu'on voit dès les premières heures du jour des triporteurs et des petites camionnettes chargées de manière totalement illégale des dizaines de supporters et de manière totalement dangereuse des dizaines de supporters qui vont prendre la route vers le stade. Des jeunes qui viennent de tous les côtés, et pas seulement des quartiers défavorisés comme je l'entends ici et là, et des jeunes qui viennent par des moyens en bravant la loi, en bravant l'autorité du policier qui gère la circulation. Ces jeunes-là, il ne va pas respecter le policier qui est dans le stade. Parce que déjà, sur 20 km ou 10 km pour arriver au stade, il n'a respecté personne. Il a imposé sa loi dans les bus, sur les triporteurs et dans les boulevards en faisant le plus de vacarme possible. C'est une occasion comme une autre de se faire entendre, de se faire remarquer. Et quand on est jeune et qu'on a envie de se faire remarquer, c'est une occasion rêvée. Ce qui s'est passé ce jour-là, par contre, dimanche, de très grave, c'est que nous avons vu à travers ce policier qui se faisait bastonner par la foule, c'est l'état de droit qu'on était en train de maltraiter. C'est l'état de droit qu'on était en train de malmener parce que quelque part, tout le monde, je ne dis pas une entité, tous les intervenants sont coupables. Sont coupables parce qu'ils ont laissé faire et le sécuritaire, c'est la dernière roue qu'il ne faut absolument pas. Ils étaient là, ils ont essayé de faire leur boulot. Par contre, aujourd'hui, ce qui s'est passé doit nous apprendre un message, c'est que tout ne se règle pas par le sécuritaire. Le sécuritaire fait de ce qu'il peut, et à un moment donné, quand il y a des débordements, 100 000 ou 90 000 personnes ne peuvent pas être stoppées par 5 000 ou 6 000 ou 10 000 policiers, quel que soit leur armement même. Et donc, par contre, j'aimerais bien... S'il vous plaît, parce qu'après j'aimerais poser une question à Sibin Zakour. Je veux juste finir. S'il vous plaît. C'est très important ce que tu as dit là. Et donc, c'est qu'aujourd'hui... Laissez-le finir, ensuite vous n'aurez pas. Laissez-le finir, vous aurez la parole après. C'est ça le Ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est que la chaîne des responsabilités, elle est très longue. C'est l'associatif, c'est le politique, c'est tous ceux qui sont censés encadrer les jeunes et les supporters du football en particulier, c'est la ville et également et surtout les équipes de foot, les responsables, les patrons des équipes de foot et les gestionnaires du stade. On va un peu loin, on va y arriver, on va y arriver. Avant les messages politiques, on va arriver, j'essaie de décortiquer la chose pour qu'on comprenne. Sur une phrase pour finir, nous avons assisté à quelque chose de dramatique. Je pense que beaucoup de Marocains se posent la question, à quoi bon gagner des matchs de foot? Pourquoi organiser des matchs de foot? La seule chose, le seul piège dans lequel on ne doit pas tomber, c'est de commencer à dire non, le stade n'est pas bien situé, le stade n'est pas bien fait, ou la police n'a pas fait son travail, etc., comme je l'ai lu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien avec Hamid Faridi, c'est qu'il me met tous les points qu'on va traiter dans l'émission en une seule. C'est bien, on a fait le sommaire. On a fait le sommaire de ce dont on va parler. Sibin Zakour, vous êtes là parce que vous êtes psychosociologue. Il y a ces mouvements de foule. On parle de tifo, on parle d'invectives, on s'insulte, etc. Tout ça, quand on va au stade Vélodrome en France, on voit le PSG, OM, ça fonctionne de la même manière, on se traite de noms d'oiseaux. Est-ce que finalement ça, c'est pas sain? Est-ce que c'est pas les soupapes finalement de sécurité qui permettent de ne pas passer à l'acte? Alors justement, je voulais signaler une chose très importante. Si on veut comprendre la situation actuelle, il faut arrêter de chercher un responsable pour lui coller ce qui se passe au Maroc. Tous nous sommes responsables, sans exception. Et quand on parle de la foule, la première des choses qui apparaît scientifiquement parlant, c'est l'individualisation de la personne. Donc on n'est plus individuel. Et quand on dit individualiser quelqu'un ou être individuel, ça veut dire qu'on a des normes. On croit à la loi, on croit à la responsabilité civique, on croit à l'échange. Mais une fois qu'on est dans la foule, et là on fait référence à Gustave Le Bon qui parle de la psychologie de la foule, où il y a la première chose qu'on perd, c'est la rationalité. Et on est plein dedans dans ce qu'on appelle l'émotionnel. L'émotionnel, aujourd'hui, on l'a vu sur la télé. Quelqu'un qui monte dans les toits comment on appelle ça, du terrain, justement, dans quel objectif? C'est d'inciter l'autre. C'est justement parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les supporters marocains, ils ne sont plus là pour savourer le foot ou savourer le sport. Ils sont là pour eux-mêmes. Et ça, c'est très significatif. Ils attirent l'attention sur eux. Justement, pourquoi? Parce que si on reprend la chose d'une façon plus ou moins globaliste, d'une approche systémique, tout le monde est responsable. Pourquoi il a besoin de prouver qu'il est là? Pourquoi il a besoin d'amener un tifo, d'appartenir à un groupe, à un ultra? Justement parce qu'il y a ce vide. Et quand on commence à décortiquer le profil de ces personnes, c'est des enfants de 15 à 18 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas encore intégré socialement, qui est irresponsable. Et une fois qu'il est face à la foule, face à l'émotionnel, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et justement, pourquoi aujourd'hui on commence dans le vif du sujet et on commence à chercher la solution?
La solution n'est pas dans l'acte lui-même. C'est avant l'acte, durant l'acte et après l'acte. Qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que citoyen à de telles situations pour qu'ils ne se reproduisent plus, au moins qu'ils ne se reproduisent pas de la même manière. Parce que c'est de la folie que de croire qu'on va arrêter les émeutes du jour au lendemain. Alors, au niveau des dispositifs qui sont mis en place par la Sûreté nationale, vous avez dit c'est encadré de manière drastique, il y a un nombre de policiers qui est quand même là pour assurer 3500 135. 3535 policiers. 135. 3135 policiers. Aujourd'hui, comment on aborde cette situation? Ça va nous permettre de parler de la localisation du stade, mais aujourd'hui, il y a des techniques, j'imagine, pour canaliser les foules, pour les faire sortir, pour les faire rentrer, pour les évacuer. Mais là, quand on voit qu'on est en dépassement d'une foule finalement qu'on a appréhendé. J'imagine pour vous, le travail doit être un casse-tête. Mais il faut pas. Vous dites, on a affaire à 45 000 personnes et vous en avez une fois et demie ou on a été devant comment 71 000 spectateurs. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas corriger le tir aujourd'hui. Il faut être réaliste. Le supportisme violent, on ne peut pas le résoudre aujourd'hui. C'est une question qui traîne des problématiques culturelles, économiques, socio-psychologiques. C'est tout un monde. Et il y a des rôles qui sont absents. Le rôle sécuritaire, c'est pas à lui seul de trouver les moyens adéquats pour endiguer ce phénomène. Il y a d'autres rôles qui doivent être mis en relief. Oui, le rôle du club dans l'organisation d'un événement sportif. La Fédération Wallonie de football, c'est elle qui stipule que le premier rôle dans l'organisation sécuritaire, c'est le club. Cette billetterie-là, est-ce qu'elle est défaillante ou n'est pas défaillante? Il faut se poser la question aussi. Parce que pourquoi on arrive à 71 000 et déjà on parle de 45 000 billets imprimés? Là où l'intervention de la Fédération Wallonie doit être mise en exergue au niveau du contrôle de la billetterie et d'autres organes aussi. Parce qu'on ne peut pas, nous, aller à l'imprimerie pour pouvoir mettre la main sur sauf dénonciation ou sauf plainte. Oui. Alors là, s'il vous plaît. Paris Saint-Germain, il y avait, pour ne pas dramatiser, Paris Saint-Germain, il y avait une personne décédée. Et même, il y avait des balles réelles tirées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est les Qataris qui se sont amenés pour pouvoir pacifier le stade. Aujourd'hui, on doit chercher la pacification du stade. Le ticket, le prix du ticket, est-ce qu'il est bien calculé, bien étudié, en fonction du pouvoir d'achat, en fonction de la mentalité, etc. Est-ce que le rôle sécuritaire que doit jouer certaines instances, au niveau même du ministère de la Jeunesse et Sport, il y a un petit, au niveau de leur statut particulier intérieur, qui stipule qu'ils doivent jouer leur rôle de sécurité. Et là, c'est pas la police qui doit faire tout ça. Nous, on vient aux dernières étapes du processus. On va parler justement de la responsabilité des clubs. Comment peuvent agir les clubs? Là, il y a des sanctions qui sont tombées aujourd'hui même. 4 matchs de suspension, dont 1 avec sursis. Je savais pas qu'il y avait des matchs en suspension avec sursis, même dans le sport. 100 000 dirhams d'amende. Est-ce que ça, c'est de nature à est-ce que le club a les moyens, tout simplement, de limiter, d'encadrer ces mouvements? C'est son devoir. Ah, mais devoir, d'accord. Qui n'en ait pas les moyens, on s'en balance. C'est son devoir. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est dans un match du Wydad. Ça, on achète un joueur de 66 millions. Exact. 300 millions de centimes. Exact. Mais, et le président du Wydad, qui normalement aurait dû être là, parce que nous tous, on était invités chez lui. On était invités à un match organisé par le Wydad. Le président du Wydad est aussi président de la Ligue. Cette Ligue qui est aujourd'hui appelée à sanctionner les débordements. Oui. Alors que les débordements ont été provoqués par peut-être une léthargie au niveau de l'organisation. Parce que ce qu'on a vu des forces de l'ordre, il faut le dire, les forces de l'ordre ont été les premières victimes de cela. Ah bah ça, on le voit bien. Ils ne peuvent qu'être des victimes. Oui. On était en réaction, pas en action. Voilà, exactement. Et ça, c'est grave. Pour rétablir l'ordre. Et ça, c'est grave. Et quand on parle de l'exemple du PSG avec les Qataris, les Qataris, ils n'ont pas pacifié le football, malgré tous leurs efforts. Parce que le jour où le PSG, parce qu'on parle du PSG, a voulu fêter son titre de champion, et il a quitté l'enceinte du Parc des Princes, il est parti la fêter devant le Trocadéro, ils ont été chassés, eux et la télévision. Le débordement. Le lieu de débordement. Par ceux qui n'avaient plus accès
au stade. Donc ça se passe à Paris. Alors, Hamid Faridi. Dès qu'on parle de représentativité, on dit qui représente quoi, on a énormément de noms, de visages. Oui. Dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Les gens disparaissent. Il y a un problème très sérieux au niveau du stade Mohamed V. C'est un très beau stade qui est amené à jouer son rôle de réceptacle pour les manifestations sportives, mais c'est un stade qui a besoin d'un certain nombre d'investissements très sérieux. Parmi les premiers investissements, c'est un rafraîchissement, etc. Mais pas seulement. Il y a des portiques, il y a des sièges numérotés, il y a des caméras de surveillance, il y a tout ce qu'il faut pour rendre le stade, comme tous les grands stades européens, un stade qui peut accueillir, ouvrir ses portes 10 minutes avant le match et les fermer 10 minutes après le match. Ce n'est pas possible de continuer à gérer ce stade ou de gérer un stade par des entités qui n'ont pas la compétence pour le faire. Pourquoi ce stade doit tout de suite avoir une discussion, et il doit y avoir une discussion très sérieuse entre les gestionnaires de la ville de Casablanca, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Intérieur. Et les clubs qui l'utilisent. Et le club qui l'utilise, évidemment. Pour le bénéfice des clubs qui l'utilisent, au bénéfice des spectateurs, ce stade doit être géré par des professionnels de la gestion des stades. Quand je rencontrais ces Bousfoura à Agadir, à Tanger, à Marrakech, dans des stades qui sont gérés de manière professionnelle, il n'y a jamais de débordement. Et quand il y a un début de quelque chose, il a dit des choses, M. Bousfoura. Il a dit il suffit d'une étincelle. Et c'est vrai, aujourd'hui, on ne doit plus envoyer les agents de police à la boucherie. Parce que ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est de les envoyer dans un espace qui n'est absolument pas maîtrisé, rationalisé, et on leur dit allez confronter des jeunes qui eux-mêmes, je vais vous raconter la série de violences qu'un jeune subit avant d'arriver au stade. Parce qu'il faut encore une fois arrêter de taper uniquement sur le spectateur. Avant de sortir de chez lui, le moyen de transport, il y a des moyens de transport qui sont arrêtés. Ça, c'est une violence. On lui dit non, toi, on ne te fait pas confiance. Débrouille-toi. Donc il prendra le triporteur, la camionnette, la charrette. Il arrivera devant le stade. Je l'ai vu de mes yeux. Des policiers débordés qui tapent sur tout le monde. Je l'ai vu. Qui tapent sur tous les spectateurs qui arrivent, même avec leur ticket en main. C'est une forme de violence. Plus tard dans le stade, quand le jeune arrive à 10 h du matin, sous un soleil de plomb, et qu'il attend jusqu'à 17 h pour regarder son match, est-ce que ce jeu-là, la nervosité ne sera pas à son maximum? Une série de violences qui sont exercées contre l'environnement dans lequel il est déjà, l'environnement, même pas qui est son lot quotidien, on n'en parle même pas, on parle juste du moment qui est censé être un moment heureux, on va voir un match. Sachant que la personnalité, je finis juste la phrase, sachant que la personnalité de ce jeune, quand si on partage son quotidien pendant une semaine, on comprend très facilement qu'ils sont manipulables au point d'agir comme ça par un effet de groupe dans la violence. Ça ne pardonne rien, mais ça explique ce qui se passe. C'est Benzako. On ne justifie rien, c'est Benzako, parce que vous avez parlé de la responsabilité des clubs. Oui. Moi, j'y crois profondément. Alors, quand s'installe deux Est-ce qu'ils ont la main? C'est quand je vous posais la question qui a déclenché votre discussion là maintenant, c'est est-ce qu'ils ont la main? Est-ce qu'ils ont le levier? Alors, aussi bien financier que psychologique, finalement. Mais ils n'ont pas la manière, je suis désolé. Oui. Alors, quand je dis... Oui, ils n'ont pas la manière. Justement, quand on parle de ces jeunes... Ils ne veulent pas la voir. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont pas compétents, est-ce qu'ils ne veulent pas la voir? Je ne peux pas aller dans le... Alors, est-ce que j'allais appelons une chose par leur nom. Appelons une chose par leur nom. Je vais aller au fond Quelle était la recette du match? Je vais aller au fond... S'il vous plaît, laissez parler si Benzako, je vais aller au fond de mes idées. Non, mais il faudrait voir. Mais on est bien d'accord, vous répondrez. Mais on est d'accord. Après, Après, vous répondrez, vous inquiétez pas. Je veux juste entendre. Je ne veux pas répondre. Je veux pas. On est d'accord. Attends la parole depuis tout à l'heure. Alors, parce que c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a une rivalité entre ce qu'on appelle les présidents du club et les présidents de ce qu'on appelle les tifos, comment ils appellent ça, les ultras. Les ultras. Donc, justement, pourquoi on est arrivé à ce niveau je dirais, entre parenthèses, de délinquance? Parce que les clubs ne remplissent pas les rôles. Le club, il commence par qui? Il commence par les minimes, par les petits. Pourquoi ne pas aller chercher cette éducation sportive dans les maisons, dans les quartiers? Parce que quand on parle d'encadrer ces jeunes-là pour qu'ils puissent accéder au terrain dans un esprit sportif, ça commence bien avant. C'est pas au moment du match, c'est pas au jour du derby. Donc, s'il y a ce suivi, c'est que les seuls responsables pour moi, dans ce sens-là, pour éduquer nos enfants, c'est bien sûr les clubs. Quand on parle d'ouvrir les écoles, c'est pas uniquement apprendre les techniques, mais il faut apprendre aussi ce qui va en parallèle, à savoir l'homme, à savoir le futur sportif. Aujourd'hui, on manque de cette éducation. Je vais parler d'un terme qu'on emploie en sociologie qui est extraordinaire, l'anomie. C'est quoi l'anomie? C'est quand les personnes sont là, mais ils ne croient plus à aucune règle. Ils ne croient plus à rien. Ils sont là pour s'imposer. Ils s'imposent en tant que quoi? En tant qu'anarchie,
en tant que chaos. Et quand on s'impose en tant qu'enfant de 15 à 18 ans en tant que chaos contre anarchie, c'est ça les résultats. C'est pas leur faute non plus. Il faut pas mal interpréter ce que je viens de dire. C'est qu'ils sont mal encadrés. Outre que ça, il y a aussi la responsabilité de la famille. Alors, il y a aussi la responsabilité de l'école. Vraiment sur les clubs, parce que c'est important quand on a des sanctions comme ça. J'aimerais juste avoir une réponse. Vous n'étiez pas d'accord. Vous dites qu'ils ne veulent pas. Au départ, on a affaire à quoi? On a affaire à de l'amour. Oui, au départ. Oui. C'est le sentiment de départ. On va à un football parce qu'on aime le club. Oui. C'est vrai. On l'aime tellement qu'on se l'approprie. ما تشوف الفرقه ديالتي انا الفرقه ديالي كتسلي في التم ديالي الى اخره C'est une radicalité. on le connaît et donc le gars il accepte tous les agréments dont a parlé Sifarini, le mauvais transport, le sahd ما ياكل شي هذه et il le supporte mais la chose dont a parlé le représentant de la DGS, c'est l'étincelle. Cette étincelle que personne ne peut prévoir et que les clubs qui organisent de manière, excusez-moi le terme, je vais dire un terme que j'assume complètement, de manière mafieuse, les matchs. Parce que s'il y a des billets qui ne sont pas vendus, mais qui donnent accès, c'est qu'il y a de billetterie. S'il y a des places que personne n'avait contrôlées, mais qui sont dans le stade, par où ils sont rentrés, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Et donc, si on tapait les clubs, non pas par des suspensions à huis clos ou une suspension avec sursis ou la chihaja, on tapait les gens dans le portefeuille. Le stade Mohamed V fait les meilleures recettes. Les deux clubs de Casablanca sont les plus riches du Maroc. En plus de ça, il y a des recettes qui arrivent à 290 millions de centimes. Par match. bien sûr. Par derrière. Mohamed. Et là, pour moi, je voudrais de mettre l'accent sur l'accélérateur temporel. Parce que qu'il ne fasse pas son effet sur la mémoire collective. Parce qu'on a tendance à oublier le match avec tous ses effets néfastes et ses conséquences qui peuvent en découler, et le résultat et le bilan désastreux qu'on peut tous être unanimes autour de ce côté négatif. Mais pourtant, on a tendance à oublier. Une fois le derby terminé, on passe 2 matchs, 4 matchs, puis on oublie. Tout le monde est comme ça. Même en Europe, en France, etc. Oui. Tout le monde, ce qu'on appelle l'accélérateur temporel. Il ne faut pas qu'il fasse son effet néfaste sur la... On est devant un stade qui est aveugle. Un stade aveugle n'a pas d'œil, n'a pas de yeux. Pourquoi? Parce que il y a des gens, ce qu'on appelle la sécurité situationnelle. C'est quoi la sécurité situationnelle? En France, en Europe, des gens qui mettent les caméras, des gens qui mettent ce qu'il faut comme séparation physique. Avec des écrans de contrôle. Et c'est le stade au détriment de la sécurité. Ce stade-là, il est incitateur à la violence. Il y a des stades qui incitent à la violence. Alors quand on parlait d'infrastructure, vous allez donner tout le monde. Non, mais je vais vous poser la question à vous, et vraiment vous, pour faire votre métier. C'est-à-dire vous, quand vous avez une infrastructure qui ne vous permet pas justement, qui est justement, on va dire, comment dire, qui prête à n'importe quel type d'accident. La DGSN a fait des écrits. Vous pouvez pas dire, moi, vous débrouillez, on fait pas le match, on n'a pas les conditions pour faire le match. Vous me posez la question. La DGSN a fait des écrits à plusieurs parties, à plusieurs acteurs et intervenants concernés, concernant la précarité de plusieurs infrastructures au Maroc. Vie-sécurité entachée d'anomalies et presque ingérable, insoutenable au niveau de la gestion sécuritaire. Avec ça, on fait des miracles. Le fait qu'on est là, on existe, on est face à face devant la foule. Face à face devant la foule. Il y a plus d'obstacles. En France, tu imagines combien de policiers à l'intérieur Intramuros, 150 policiers à l'extérieur. Paris Saint-Germain, Lille. Paris Saint-Germain, Lyon. L'OM. Combien de policiers? Vous pouvez imaginer? Je ne sais pas. Ça ne dépasse pas 500 policiers. Pourquoi? Parce que déjà l'infrastructure prête, il vous aide. Oui. On ne dit pas une enceinte morte, il est déjà aveugle. Mais vous avez, la question que je vous pose, est-ce que vous n'avez pas, dernière, après on va passer à la pause, juste pour que vous me disiez, vous n'avez pas le dernier mot, vous, DGSN, vous dites non, on n'organise pas ce match dans des conditions comme ça, dans un stade. On le fait parfois. On le fait souvent. Parfois, il y a des compétitions sportives qui sont programmées par la Fédération royale de football. On nous invite parfois à la Fédération royale de football pour prendre part à la programmation. Souvent, on le fait. Parfois, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas une règle. Pour nous, on prend le devant. Le directeur général de la Sûreté nationale prend le devant et adresse des notes
on dit on forme aux parties concernées, les incitants à changer d'horaire, à changer de stade, à les sensibiliser sur les vies-sécurité en tâchant. Il y a un effort colossal, inconsidérable de la DGCL pour sonner le glas, pour sonner donner la sonnette d'alarme concernant le péril et les risques entourant plusieurs à travers la non-fiabilité des stades. Alors, je sonne la mi-temps, on revient juste après, je donnerai la parole à tous les deux, à tout de suite. Sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, on essaie de comprendre ce qui se cache derrière finalement le hooliganisme. On voit bien qu'il y a différents problèmes. On n'est pas seulement en train de parler, on a parlé des causes, on a parlé des individus, on a parlé des mouvements de foule, des faits générateurs finalement, cette étincelle. On va parler aussi du stade parce qu'il y a aussi beaucoup de partisans qui disent qu'il faut déplacer le stade et on va voir après les réponses juridiques, est-ce qu'on en a et les différentes réponses qu'on peut avoir. Hamid Farid. C'est trop facile de demander à déplacer le stade. C'est comme si en déplaçant le stade, on déplace le problème. Et comme dans beaucoup de domaines dans mon cher pays, il suffit d'envoyer les choses vers la périphérie, les bidonvilles, les stades, etc., pour que le problème soit oublié. Non, le stade est très très bien là où il est. C'est pas propre à notre pays. Oui, le stade est très bien là où il est. Bernabéu est en plein centre-ville, au stade aussi. Je vais vous donner juste un petit détail. Et Casablanca sans le stade Mohamed V, ce n'est pas Casablanca. Juste un petit détail. J'étais à Séville avec le président du club FC Séville. J'ai assisté à un match. Et puis soudain, je réalise que le public est à exactement 3 mètres de la ligne de touche. Et qu'il n'y a pas de barrière, ni de grillage, ni rien. Et qu'il n'y a pas de policiers. Les policiers sont aux 4 coins, ils surveillent, il y a des caméras. Et j'ai posé la question à la fin, j'ai dit, mais vous savez, ce qui me choque le plus, c'est de voir quand même que dans ce stade, le public est juste à côté des joueurs. Ça fait partie du charme du spectacle d'ailleurs, c'est juste à côté d'un grand... Et je lui ai dit, mais vous ne craignez pas quand même qu'un spectateur saute dans le stade et... Il m'a dit, oui, mais dans ce cas, sa famille, ses parents, ses grands-parents, tout le monde lui-même doit s'endetter sur des dizaines d'années pour rembourser, payer ce que le tribunal va exiger. À un moment donné, il faut que la loi agisse. Moi, je sais qu'il y a une loi dans ce pays qui est contre le hooliganisme. Elle a été pensée par tous les grands penseurs de ce pays pour qu'elle agisse. Mais pourquoi? Et cette loi, parmi ses dispositions, il y a l'interdiction d'accès au stade des mineurs. Mais la majorité des gens qu'on a vu c'était des mineurs. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Qui ouvre les portes aux mineurs? Qui ouvre les portes à sans ticket? Tout à l'heure, la question de Siselmi, elle est extrêmement pertinente. Et je l'invite à la reposer plus tard. Pourquoi? Dès qu'il s'agit du stade Mohamed V, on a l'impression que c'est le déni du droit. On ouvre les portes, on fait 45 000 tickets, on laisse entrer 70 000. Pour ce fait-là, plein de dirigeants de clubs sont partis en prison dans le monde entier. Pour le simple fait de faire entrer dans le stade plus de spectateurs que de tickets vendus. On va parler de la réponse juridique, un sujet de Manal El-Akhdari, on revient juste après. Un comportement exemplaire sur et en dehors des terrains, c'est à quoi aspirent les vrais supporters des équipes de football, les associations de lutte contre la violence dans les stades et les forces de l'ordre. Selon des spécialistes de la gouvernance sportive, un fauteur de troubles est un jeune âgé en moyenne de 20 ans et qui a échoué dans sa scolarité, ou un collégien ou lycéen violent. Il peut aussi être un chômeur. Pour faire face au fléau, le Maroc a renforcé son arsenal juridique en adoptant la loi 0909 complétant le code pénal. L'article 308 prévoit des sanctions à l'encontre des individus qui commettent des actes de violence lors des manifestations sportives. Pour la participation à des violences ayant entraîné la mort d'une personne, la condamnation peut aller de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1 200 à 20 000 dirhams d'amende. Pour les violences ayant entraîné des blessures, la peine peut aller de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 1 200 à 10 000 dirhams d'amende. Les arrestations et les mises en examen sont quasiment systématiques tous les week-end lors des matchs de football. Mais malgré cette politique d'éradication, la violence ne cesse d'augmenter. En 2014, les services de la Sûreté nationale ont enregistré 2389 dépassements, dont 1863 cas d'accès non autorisé aux aires de jeu, 127 cas de destruction de biens publics ou privés, 67 cas de violence physique et 26 cas de vol. Des chiffres de la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle a créé une direction dédiée à la lutte contre la violence dans les stades pour parvenir à des conciliations entre ce public et les services de sécurité. Mais des voix appellent à s'appuyer sur l'expérience d'autres pays comme l'Angleterre, là où la lutte contre le vandalisme dans les stades est devenue une priorité nationale à partir de 1985, après des incidents meurtriers dans le stade bruxellois.
Bien, alors c'est vrai, Hamid Faridi, vous parlez de la réponse juridique, vous parlez d'état de droit, finalement on voit qu'on est dans un, je vais utiliser le terme écosystème, quoi. Finalement c'est tout l'écosystème qui est responsable aujourd'hui. Si on avait des réponses juridiques très fortes, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ou d'autres réponses plus symboliques, il y a eu un exemple très qui peut faire sourire, mais au Mexique, un club a, pour éviter, alors c'était même pas pour les violences, c'était pour éviter les violences et les violences verbales, c'est d'amener les mamans de tous les supporters. Et ça a fonctionné. C'est anecdotique, mais est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue même sociologique, cette humiliation, mettre le doigt, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher? Alors, ça pourrait marcher dans une seule condition. Alors, on sait pertinemment que l'éducation chez nous repose sur ce qu'on vient de voir tout de suite concernant le juridique. Pourquoi on ne sanctionne pas, pourquoi on ne punit pas? Quand la maman pardonne des erreurs à son enfant, imaginez cet enfant quand il va être au pouvoir. Il va pardonner lui aussi. Cet esprit, il faut qu'il cesse aujourd'hui. Sinon, ça va encore continuer dans ce sens. À savoir, je parle psychologiquement, il y aura une ambiguïté de relations. Et quand les relations sont ambiguës, on ne peut plus distinguer le responsable du non-responsable. Et justement, le cas échéant aujourd'hui, quand on parle du code pénal, c'est qu'il faut punir. Et il faut punir vraiment dans le sens où on doit savoir qu'il y a des gens qui aiment le sport, qui aiment être là avec leur famille, qui sont privés à cause de ces situations-là. Donc si on écarte les bonnes familles, on invite qui au terrain? On invite ceux qui font la zizanie, qui sont derrière. Donc, quelque part, si jamais on veut clarifier qui est le responsable et qui sera puni, ce n'est pas uniquement celui qui va sur la pelouse, mais celui qui ne remplit pas bien son devoir, à savoir, et moi je parle des clubs, il faut vraiment punir les clubs. Et quand je dis punir, dans le vrai sens du terme, à savoir qu'il faut qu'ils aillent au plus profond du problème. Alors, Mohamed Bousfour, par rapport à ce que disait Hamid Faridi, puis on a vu les images, on a vu le guichet, finalement rien que vous l'avez dit, il y a une violence qui est juste là. Le guichet est une violence en lui-même. Non mais voilà, on a bien vu le guichet rien que pour prendre sa place, c'est une violence en lui-même. Mais il faut, vous avez dit des paroles très dures comme Hamid Faridi, il y a des gens qui doivent partir en prison, on parle bien d'organisateurs, là on parle même pas des tifosi, on parle même pas des supporters, on parle des gens, des responsables. Le fait que vous trouviez mes paroles dures est en soi un problème, parce que si demain je vous vends un lot de terrain, si demain je vends un lot de terrain à deux personnes, on les entend pas souvent. La double vente, elle emmène en prison. Pourquoi la double vente d'un ticket n'emmène pas en prison? Exactement. Alors justement, pourquoi autant de, finalement, pas de laxisme, c'est du laxisme? Parce que personne n'a jamais posé le dire. Moi, il faut souligner aussi que la responsabilité du club ne se limite pas à l'organisation générale du match, de la compétition sportive. Le côté de stadier, la sécurité, parce que la société civile a proclamé au niveau sportif, a proclamé depuis des années que la police ne soit pas d'une façon, dans le stade, d'une façon très visible ou très drastique en termes de visibilité et de présence. On n'est pas encore arrivé, les conditions ne sont pas encore mûries pour pouvoir arriver à ça. Tout le monde peut le dire, c'est la culture, etc. On parle de civils. Il faut parler de Marocains. Comment vous allez pouvoir imaginer que le public soit à côté du staff et du banc du touche? Ça, c'est inouï encore. Il ne faut pas penser jusqu'à maintenant. Il faut parler de la production commune de la sécurité. La production commune conjointe de la sécurité. D'où le rôle primordial du citoyen. Si la culture, c'est le rôle des sociétés civiles. Il n'y a même pas ce qu'on appelle un directeur de la sécurité au niveau du stade. C'est stipulé par la loi, par le règlement de la Fédération et par la FIFA. Il n'y a pas un directeur, il y a un secrétaire général qui fait tout, par exemple. Et puis, il y a l'affaire... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au complexe Mohamed V, en genre de stade, il n'y a pas de directeur de la sécurité au stade. Tout club marocain, presque. Le stade en particulier. Oui. J'ai pas encore terminé le côté juridique. On aimerait bien, en Europe, il y a le procureur du roi, le procureur de la République, qui est à côté de la police. Oui. Intimement, il est à côté, il s'installe même dans ce qu'on appelle le COS, c'est-à-dire le salle trafic, le salle de commandement. Il est à côté, et c'est lui qui, de visu, il constate les méfaits et les forfaits, et c'est lui qui donne les instructions. Ici, on travaille parfois, on demande par téléphone, etc. Mais il serait préférable qu'il soit à côté de la police, comme stipule d'ailleurs la Commission nationale de lutte contre le hooliganisme, qui était dissoute au niveau du ministre de la Jeunesse. Vous étiez avec nous, Monsieur Khalidi. On a fait ça. Il faut revenir, cette Commission nationale. Il n'y a pas de commission locale, que ce soit sa projection sur le local, c'est la Commission locale de lutte contre la violence dans les stades. Ces structures sont à même de nous donner les outils et les mécanismes pour endiguer ce phénomène. Alors, il y a aussi... excusez-moi, en écoutant tout ça, et les gens qui nous regardent, vous êtes la DGSN, vous étiez au ministère des Affaires des Jeunesse et des Sports,
vous êtes en train de mettre le doigt sur des choses, que vous êtes des observateurs. J'ai l'impression que finalement les solutions, elles sont toutes trouvées. Pourquoi on ne prend pas des décisions radicales depuis longtemps? On ne peut pas toucher au C'est football. la stratégie nationale. C'est la stratégie nationale. Je vais quand même demander son avis. Je m'excuse. On ne peut pas toucher aux choses à laquelle on n'a jamais pensé. Ce que se dit là aujourd'hui n'a jamais été dit. Parce que dire que la police est victime, la première victime de la désorganisation et de la gabegie faite par les clubs, ça n'a jamais été dit. Qu'est-ce qu'on dit? Le public est mal élevé, les mineurs ont fait ceci, les hooligans, on va les mettre en prison et l'arrière. Mais réfléchissons. Les statistiques que vous avez données en début d'émission, sur les 70 000 personnes, il y a 71 000 personnes présentes. 71 000. Combien d'arrestations? 45. 45. Mais parce que c'est pas 71 000 qui ont fait ça. C'est peanuts, normalement. logique. C'est peanuts. Oui, heureusement. Alors de quoi parle-t-on? C'est pas aussi dramatique que ça, parce que... De quoi parle-t-on? Or, la situation est beaucoup plus dramatique C'est que ça. l'image, c'est l'image. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui n'étaient pas au stade, qui étaient ailleurs, et qui voulaient rentrer chez eux, en revenant. Et ils ont vu quelque chose, 2 heures après la fin du match, des bandes cagoulées, avec des bâtons, en train de courir dans les rues, et taper tout ce qu'ils trouvaient. Partout dans le monde. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit, ouais, ils sont sortis du match de foot. Il y a ce phénomène-là. Et c'est pour cela que il faut insister sur le fait du rôle. Le premier responsable de ce qui se passe dans un match de foot, c'est le club. Parce que quand je pars voir un match, moi je pars voir des joueurs qui appartiennent à un club. J'aime ces joueurs-là. Je me l'approprie quelque part. Et le supporter est tellement content de son club qu'il est prêt non seulement à acheter son billet, à subir tout Ça, on l'a bien vu, oui. et acheter les maillots, mettre des foulards, mettre ceci, barioler son visage et appartenir à quelque chose qui s'appelle le club. Et cet amour-là est utilisé de manière mercantile et dangereuse. Hamid Il Farid. y a quand même dans le lot des choses à régler. Je pense qu'il faut déjà prendre conscience aujourd'hui et le répéter partout. Gérer la violence en relation avec le football, ce n'est pas le problème de la police. La police ne doit jamais être en situation frontale avec les supporters. La police doit gérer la sécurité publique. Par contre, un stade, il y a les moyens statiques, tout ce qui est infrastructure. Il y a également l'élément humain qui sont les stadiers, dont normalement c'est le boulot de gérer les flux, de gérer. Ce n'est pas normal d'entrer dans un stade en Europe ou en Espagne juste à côté. En 5 minutes, le stade se remplit, en 5 minutes, il se vide. Et chez nous, on n'arrive toujours pas à savoir à quelle heure on ouvre les portes, etc. Par contre, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ouvre-t-on les portes? Pourquoi laisse-t-on des milliers de personnes entrer au stade sans billet? Ça, je le dis de manière très claire, ça c'est la politique. Il faut que la politique quitte le football. Il faut que ceux qui veulent faire de la politique aillent le faire dans les quartiers, auprès des gens, dans les tribunes qui sont celles de la politique. Par contre, ouvrir les portes pour faire plaisir à telle association ou tel quartier ou tel supporter, c'est dangereux. Parce que tout ce qui n'est pas contrôlé devient ingérable. Et je vais finir mon propos par une remarque toute simple. Beaucoup de pays ont eu affaire à ce phénomène de violence lié au football. Beaucoup de pays ont trouvé les solutions. Les solutions sont combinées. Il y a tout ce qui est en relation avec le ticket, parce que le ticket est quelque chose de fondamental. Le prix du ticket aussi, parce que ça ne sert à rien de faire toute une stratégie si le prix du ticket est à 10 dirhams, donc à la portée de tout le monde. Il faut que ceux qui veillent sur les finances des clubs comprennent qu'il y a un gain à faire au niveau du prix du ticket et également au niveau d'investissement, mais il y a aussi un élément qui est, je pense, prendre conscience que notre société est devenue violente. La famille est violente. La relation entre les membres d'une même famille est d'une violence incroyable. Le quartier, on gère nos différents par la violence. Et donc, sur un stade de foot, on n'arrive pas à canaliser ces émotions qui sont souvent exacerbées par les journalistes. Vous savez, j'écoute le propos d'un animateur à la télévision. Moi-même, j'ai envie de prendre un bâton et bastonner mon voisin. Tellement le propos est guerrier. Oui, c'est pas le cas ici. Tu as déjà fait ça. Le propos est guerrier
C'est pas le genre de la maison. Oui, le Mohamed Benzakour. Alors, moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, quand on parle d'un phénomène, on ne le voit pas dans son aboutissement, on ne le voit pas dans l'acte final. Donc, je commencerai déjà par le fait de parler du rôle des policiers. Je suis contre qu'un policier entre dans un terrain avec une uniforme. C'est très, très incitant parce que tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé de l'étincelle. Parmi les choses qui créent cette étincelle, c'est le fait de la présence de l'uniforme. On a parlé de la violence. Il faut qu'il s'installe d'une autre manière. Tu oublies les discours. Tu viens à la police. Non, je ne parle pas de la police. Je parle de l'uniforme. Alors, justement. Il est là pour protéger les gens. Non, attendez, laissez-moi terminer mon idée. Il y aurait un massacre entre les deux. Laissez-moi terminer mon idée. Non, vous dites n'importe quoi. Alors, si vous permettez, je termine mon n'importe quoi. Alors, quand je dis dans ce sens-là, c'est que les policiers, ils ne sont là justement qu'à travers ce qu'on appelle les faits qui sont déjà réalisés, à savoir la violence. Ils ne peuvent pas intervenir avant. Donc, justement, s'ils ne peuvent pas intervenir avant, c'est qu'ils interviennent après l'émeute. Donc, pourquoi donc se mettre dans une situation je dirais, on s'attend à ce que cette émeute se déclenche. Donc, on est sur le qui-vive. Au lieu de faire ça, apaiser les esprits, ça c'est un premier point. Deuxième point, je dis que toute personne qui vient au terrain, enfin parce qu'on est en train de parler des solutions, tout mineur doit être accompagné. Ça c'est une règle primordiale pour moi parce que je dis personnellement que les mineurs chez nous, ils ne sont pas encore en capacité de bien se tenir dans les terrains. Tertio, j'ai parlé tout à l'heure de ce que j'ai précisé. Les mineurs sont interdits ailleurs, je pose juste la question. Ailleurs. S'ils ne sont pas accompagnés. Ailleurs. Les mineurs non accompagnés sont interdits. Je vais vous dire une chose. Non. La loi contre la violence dans les stades ou le hooliganisme prévoit que les mineurs n'accèdent pas au stade sauf accompagnés. Ça c'est la pour loi. le cas, oui, pour le cas du Maroc. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis des œuvres de la loi. Je ne lis pas la loi comme chercheur. Je l'utilise chaque jour. Il n'y a pas aucune mention dans la loi 0909 concerne les mineurs. Soit accès, soit ne pas accès. Il faut le préciser. Deuxièmement, monsieur, le professeur, vous êtes en train de réfléchir sur des thèmes sécuritaires qui vous dépassent. Parce que, concernant le problème, la psychologie, la sociologie, moi, je ne peux pas intervenir. Mais au-delà de dire que la présence de la police est déjà peut inciter les gens. C'est ça la police, monsieur. Nous sommes dans un pays où il y a des normes, il y a des règles. Notre spécificité ne sont pas à Séville, ne sont pas à Marseille, ne sont pas en Angleterre. Même en Angleterre, ils n'ont pas pu endiguer le phénomène. Parce qu'ils ont pu, par exemple, hisser la valeur marchande du ticket. Et avec ça, ils ont pu faire ce qu'on appelle le fan coaching. Ils ont réussi à installer un esprit de civisme au niveau du stade, mais la violence, le hooliganisme n'a fait que se déplacer à l'extérieur, ce qu'on appelle les fights. Je vous pose une question qui est sans embâche de toute façon. Quand on est en Angleterre, on voit bien sûr tous les supporters qui ont accès à la bière, ils sont alcoolisés pendant toute la journée, ils restent sous le soleil, c'est dans leur culture, il n'y a aucun problème. Et chez nous, est-ce qu'il y a un problème on parle d'alcool, de psychotropes, est-ce qu'on a ce problème-là? Est-ce qu'en finalement, il y a des supporters qui sont sous emprise de substances? Parce que ça faut le dire quand même. La question qui se pose, quel rapport a le jeune Marocain avec l'alcool et ce que vous avez appelé tout à l'heure, est-ce que c'est dans un esprit de fête ou c'est dans un esprit de débauche? Malheureusement, ceux qui s'adonnent à l'alcool ou qui s'adonnent aux psychotropes, c'est vraiment une catégorie de personnes, je m'excuse du terme, je vais aller trop fort, ils n'ont aucune éducation. Donc, c'est pas dans l'esprit de la fête, c'est pas dans l'esprit de partage, c'est pas dans l'esprit sportif. Et le cas échéant, quand on va dans une foule pareille, dans un terrain pareil, avec à moitié de présence d'esprit, déjà le risque d'entamer la chamaillade, elle est là. Honnêtement, il y a moyen de s'engager, avec un délai, avec des chiffres. Il y a moyen de réduire ce problème-là de la violence liée au football par deux aspects, par deux démarches complémentaires. Une première démarche qui est technique, c'est tout ce dont on a parlé, c'est la gestion du stade, du ticket, des tourniquets, de tout ce qu'on a dit, des caméras de surveillance, etc., du judiciaire, tout cela c'est du technique. Et puis il y a le politique, c'est-à-dire que tout le monde assume sa responsabilité. À partir du moment où les 40 personnes qui ont été arrêtées, qu'on sait de quel quartier ils viennent, tous les gens qui gèrent la chose de la jeunesse dans ces quartiers sont responsables.
Il faut qu'à un moment donné, politiquement, je ne parle pas seulement sur le plan judiciaire, politiquement, que les gens assument leurs responsabilités et puis surtout que les présidents de clubs qui sont très friands de caméras, de télévision, qui sont très friands de présence, parfois les stars ne sont pas les joueurs mais les présidents de clubs, n'est-ce pas, c'est Salmi? À un moment donné, il faut que les présidents de clubs assument et puis présentent des excuses. Alors j'ai un tweet qui est rigolo, c'est Khalid qui nous dit la solution pour le hooliganisme, c'est de déplacer le centre-ville de Casa loin du stade Mohamed V. Voilà. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Bah, je vous le dis, c'est tout. Je vois les réactions des gens. Il y a beaucoup d'autres réactions sur Twitter. Moi, j'aimerais bien mettre l'accent sur le fait que les mineurs ne sont pas cités dans la loi. Alors c'est un vide qui préoccupe à plus haut niveau les sécuritaires. Parce qu'on n'a que faire de ces mineurs. On doit être couvert par un cadre juridique. Donc là, vous nous faites un point. C'est vrai que là, tout le monde communiquait sur le fait que les mineurs sont interdits. Non, les mineurs doivent être interdits. Non, ils ne sont pas interdits. Il n'y a ni interdiction, ni accès, ni aval à donner à l'accès. Mais maintenant, ce qui est comme problème, épineux d'ailleurs, c'est le fait que tous les services de police au Maroc, notamment Casablanca, la préfecture de police de Casablanca, à n'importe quel moment d'une manifestation sportive qui est organisée au complexe Mohamed V, il y a presque 1000 jeunes délinquants, mineurs qui sont installés sans ticket. Qui est responsable de tout ça? La police, il vient aux dernières étapes du processus. Il y a le crime, il y a le délit, la police arrive. Nous, on fait tout maintenant. On commence à faire tout parce qu'il y a des absences. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette charge de population très jeune, très fragile, avec une fragilité incroyable, et qui a besoin d'encadrement, besoin d'un autre support, qui n'est pas le nôtre. Mais pourtant, on les ramasse, une fois terminé la compétition, on les envoie chez eux. Et parfois, on demande même à la famille de venir, ils n'arrivent pas, ils ne viennent pas. C'est leur dernier souci. C'est dire à quel niveau on traite cette problématique de supporterisme au Maroc. Parce que il ne faut pas donner des exemples d'étrangers. Il faut parler de la Tunisie, parler de la Grèce. La Grèce, il y avait un match entre la Grèce et le Bayern Munich, ce qu'on appelle le Champions League. C'était incroyable, je vous invite à voir la vidéo. Une intervention incroyable des hostilités, les forces de l'ordre aussi. C'est incroyable. Sargit Tunisie aussi, l'Espérance Tunisie, avec le club africain. C'est un des exemples. 45 blessés dans la... Je rappelle simplement qu'en Europe, en France, ils sont arrivés actuellement à interdire le déplacement de supporters. Les supporters marseillais n'ont pas le droit de venir à Paris et vice-versa. Les conditions actuelles qu'ils traversent, c'est pas toujours le cas. Ça veut dire que c'est pas spécifique aux mineurs de Casablanca. Et d'ailleurs, attention, n'interdisons pas les mineurs des stades. C'est la majorité du public. Il n'y a que des mineurs. Il faut les accompagner. Ah, mais si c'est la majorité, c'est parce que on a raison justement du problème. Qu'est-ce qu'ils font en Hollande? Mais on peut très bien contrôler et éduquer ces mineurs. C'est ce qui est le plus facile. Parce qu'ils viennent par amour du club. Qu'est-ce qu'ils font en Hollande? Je m'excuse, Hamid. Ils punissent les parents, directement. Ouais. La première fois, la deuxième, troisième, ils sévissent. En termes d'amende. En termes d'amende, c'est la poche. En attendant de punir les parents. Hamid Faridi. En attendant de punir les parents. Mais dans le côté... En attendant de punir les Najib parents. Salmi, il n'a pas parlé tout à l'heure. En attendant de punir les parents. Punissons les clubs. Mais pas par des matchs à huis clos. Non, ça c'est facile. Parce que la match à huis clos, on punit tout le monde. On punit un public qui n'a rien fait et on punit le club. Alors, avant que je passe la parole aussi, Hamid... Il faut punir financièrement. Alors justement, vous parlez de se punir financièrement. Vous avez quand même dit quelque chose qui est essentiel. Il y a quand même des dizaines de milliers de billets qui ont été vendus sous le manteau. On est bien d'accord. Alors, au-delà du délit, qui peut être un délit fiscal, qui peut être un délit tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait la main? Il y a quelque chose qui va être fait? Il y a quelque chose qui va être entamé? Est-ce qu'on va le faire? On va juste en parler. Et puis, il y a du black qui passe dans les postes de sécurité. Voilà. Sebosfour a dit tout à l'heure quelque chose. Il a dit on oublie. On passe 2 matchs, 3 matchs, puis on oublie. Celui qui a agressé le policier dans le stade n'est pas seulement le jeune délinquant ou les jeunes délinquants qui étaient autour de lui, c'est aussi celui qui a vendu 2 fois plus de billets. Parce que là, il a mis le policier en situation de danger. Je voudrais juste rappeler un détail. Ce n'est pas seulement le football qui est victime aujourd'hui de cette violence. Essayez d'organiser un spectacle en plein air. Essayez d'organiser un spectacle qui se répète où il y a des caméras. Oui. Je me rappelle de ma voisine avec le chanteur Steti, je pense. Je me rappelle, il y avait des morts. Il faut, à un moment donné,
prendre le problème à bras le corps et essayer de le régler en amont, ne pas attendre que le sécuritaire s'en occupe. Ce qui s'est passé dimanche est un très bon message. Le sécuritaire peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Oui, moi, je voudrais juste attirer l'attention sur la situation des jeunes Marocains aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur propose, justement, quand on parle du troisième temps? Les télévisions, les médias, les écoles. Alors, il y a une certaine marginalisation de cet enfant. Et une fois qu'il est en plein lumière, quand je parle du terrain, il sait pertinemment que les caméras, ils sont là. Donc, il veut attirer l'attention sur lui. Mais de quelle manière? Et effectivement, aujourd'hui, c'est un message aussi qui nous passe. On ne va pas les culpabiliser. Eux aussi, pour moi, ce sont des victimes. Victimes de quoi? Victimes de ce délaissement où on demande à un enfant sans moyens, sans culture, sans contrepartie sociale, sans habilité sociale aussi. On lui demande de bien se tenir en terrain. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a jamais reçu d'éducation, je dirais, comment se comporter en cas de foule, en cas de crise. On ne va pas s'attendre de lui qu'il ne réagisse pas. Il se protège. On revient encore une fois à l'école. Et on voilà. un débat sur l'éducation et tout. Concernant, pour rebondir sur la question de certaines sanctions préconisées par la réglementation sportive, fédération, FIFA, tout ça. À Marseille, il y avait un problème aussi. Il y avait des casses dans un match s'inscrivant dans le championnat de cette année, la saison en cours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouclé le virage. C'est quoi le virage? C'est le territoire privilégié des ultras. Interdiction. Il est squatté par la police, occupé par la police. Ils ont annoncé ça par communiqué et personne n'est entré. C'est pour ça, pour répondre à Snajib, il ne faut pas punir tout le monde. Le huis clos punit tout le monde. D'accord, c'est une façon de gérer au niveau de la réglementation de la Fédération marocaine de football, mais chez eux, en France, ils optent pour le côté sélectif de la punition. C'est-à-dire, une fois le virage bouclé, il y a des gens qui peuvent rentrer comme il faut. Voilà, il faut réfléchir à ça aussi. Alors, le huis clos peut donner des solutions. Est-ce qu'on a bien commencé? Les sanctions qui sont tombées, on a bien vu 4 matchs huis clos, 1 sursis, 100 000 dirhams d'amende. À l'échelle d'un club comme le Wydad, est-ce que c'est vraiment répréhensif? Est-ce que ça va jouer son effet? C'est pas une punition, c'est pas une sanction. C'est une plaisanterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux ultras? Est-ce qu'il faut avoir une politique plus ferme? Est-ce qu'il va falloir interdire? Est-ce qu'il va falloir les encadrer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire la police à ce niveau, puis, si vous permettez. Pour nous, la DGSN, on peut réfléchir à autre chose, parce qu'on a fait un coaching. Il peut s'aboutir à la fin, pour une évaluation, dire que les gens des ultras ont rompu leur pacte. Parce que on fait les discours avec eux, on fait les entretiens, on fait les réunions, et pourtant, parfois, ils font passer ce qu'ils veulent. Alors, c'est terminé cette passivité. Ça ne va pas être comme auparavant. C'est sûr, ça ne va pas être comme auparavant. On a le choix aussi. Quel choix? On ne va pas le pratiquer en cours de gestation, mais toujours est-il, je peux le dire, que c'est possible dans certains le coaching en France. Qu'est-ce qu'ils font? Un ticket doit équivaloir un siège. Question de rituel, de tambour, de tifou, c'est pas mon problème. C'est pas le problème du policier. Out. Vous, ultra, vous entrez dans le stade comme tout le monde. Le rituel, c'est terminé. On ne plaisante plus avec ce rituel. Mais c'est pour qui? C'est pour des supporters ciblés qui freinent la loi, qui, à travers leur acte, ont démontré une agressivité, une radicalité contre l'ordre public. Vous voyez, c'est Bosphore, c'est très utile de s'inspirer des exemples de ce qui se passe en Europe. Hein. C'est très important. Je parle du public. Oui, c'est une autre culture. Oui, mais on parle du public. C'est une norme, c'est exposable. Sûr, évidemment. Alors, sur le plan, moi je pense qu'on doit profiter de ce qui s'est passé sur ce match-là pour marquer une pause et pour inciter tout le monde à... L'affaire de la violence dans les stades, ce n'est pas l'affaire des gens qui gèrent le sport seuls. Ce n'est pas l'affaire des policiers seuls. Je pense qu'il faut réellement une mobilisation, peut-être des assises, pour que les gens viennent assumer leurs responsabilités, chacun à son niveau. Vous savez qu'il y a lors des fameuses réunions que M. Bosphore a citées, de la commission nationale, il y avait des débats très très intéressants et très riches. Parmi les idées évoquées, c'était qu'il y ait un effort de fait pour que les publics ne soient plus des publics comme ça qui viennent de manière individuelle. Qu'il y ait un encadrement par des associations, différentes associations, chacune gère un quartier et que dans un stade, on sait au moins qu'on a des interlocuteurs. Un interlocuteur ou un groupe, voilà, pour avoir un peu plus de visibilité
et plus de compréhension des déclencheurs de ces troubles. Parce que si on arrive à faire cela, si on arrive à impliquer l'associatif, si on arrive à avoir plus de visibilité, de lecture de ce qui se passe sur le gradin, je pense que les policiers auront un rôle moins lourd à gérer et les autres assumeront la responsabilité surtout. Mais encore, si vous permettez, il y a ce qu'on appelle la billetterie nominative. La billetterie nominative, ça consiste à mettre en place, établir une conception concernant cette billetterie à la base en déclinant la carte nationale. On n'invente pas la roue, là. Je veux dire, ça existe Non, ailleurs. ça n'existe pas ici. Non, mais ça n'existe pas ici, mais ça existe ailleurs. On sait comment organiser des entrées dans un stade. Il n'y a qu'à aller voir ailleurs et essayer de Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. On va pouvoir identifier. Oui, on a bien terminé. S'il vous plaît, mais quel billet on va identifier? C'est le monsieur qui vient. Quand tu as le double des billets qui sont vendus au marché. Non. On identifie quoi? Parlons de C'est ce que je dis. Il va venir dans le guichet. Il y a une application scientifique, si vous voulez, informatisée. Il va pouvoir mettre la carte nationale. On va l'identifier. On va donner son nom dans la carte nationale. Alors le monsieur, le mineur non accompagné ne va pas venir. Les recherchés ne vont pas venir, etc. Deuxième cas. Vous allez Alors comprendre. le deuxième cas, on le fera dans une autre émission. Non, je peux passer le virage. On est en direct, je dois rendre l'antenne. Alors vous allez quitter les virages. Je suis désolé, on reviendra une prochaine fois. On n'a pas besoin de carte nationale. C'est nous qui vous remercions d'avoir été tous là ce soir et en parler en toute transparence, en tout cas, de ce qui s'est passé. Merci à vous. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. À demain.